Allez, on va parler de Leslie et Kevin, deux jeunes qui ont été assassinés dans les Deux-Sèvres. Ça, c'est une affaire sordide. 5 individus avaient été placés en garde à vue. Est-ce qu'on peut rappeler l'histoire? Et on a l'un des assassins présumés qui est remis en liberté. Oui, alors cette affaire avait évidemment défrayé la chronique à l'époque. On était en novembre 2022. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 25 au 26. Leslie et Kevin étaient ensemble, en couple, depuis quelques semaines, hébergés chez un de leurs amis, un certain Tom Trouillat. Et ce soir-là, tout le monde était invité chez un copain dans un petit village qui s'appelle Praec, à côté de Niort. Et c'est la dernière fois qu'on les a vus vivants, je parle de Leslie et Kevin. L'enquête, les parents des deux disparus signalent les disparitions. Et l'enquête va durer plusieurs mois avant des interpellations en série qui seront échelonnées. On commence par interpeller le fameux Tom. Tom, c'est celui qui les hébergeait et c'est celui qui avait un mobile pour éventuellement passer à l'acte. En réalité, Tom était amoureux de Leslie. Il avait assisté au début de l'histoire d'amour entre Leslie et Kevin. Ouais. Et donc, il pouvait nourrir une jalousie. En tout cas, on retrouve également des affaires appartenant à Kevin dans un container qui était situé à côté du domicile d'un des meilleurs amis de Tom. Donc, les gendarmes interpellent Tom et un peu en cascade, ils interpellent 5 individus et on retrouve les corps de ces deux malheureux, Leslie et Kevin, enterrés à 2 endroits différents. Donc, Enzo, un des individus, a été libéré. Pourquoi il a été libéré ? Alors, Enzo a été libéré après 1 an de détention. Il faut dire qu'il y a 2 mois déjà, il y en a un autre qui avait été élargi, sorti de prison, c'était Steven. Steven, c'est celui qu'on surnommait Monsieur K, qui était le nettoyeur. Bon. Alors, pour tout comprendre sur un plan judiciaire, le juge d'instruction avait ratissé large et avait mis tout le monde en examen pour assassinat. D'accord. Bon. Et après, il fallait déterminer le rôle de chacun. D'accord. Steven, lui, il ne pouvait pas être sur la scène de crime parce qu'avec sa téléphonie, avec tout un tas d'éléments et de vidéos, il est arrivé après et il a reconnu avoir servi de nettoyeur. Quant à Enzo, c'est un peu la même chose. Lui, il n'aurait a priori pas participé à l'assassinat. En revanche, il était à l'extérieur et il aurait prêté sa voiture. D'accord. Donc, la qualification d'assassinat ne colle plus. Et la justice a décidé donc de le placer sous contrôle judiciaire, sachant que les prisons sont pleines et que c'est voilà, exactement. C'est assez normal, non ? C'est la procédure. Bien sûr. La procédure. Alors, on va passer à Salah Abdeslam, dernier terroriste survivant des attaques du 13 novembre 2015. Il fait parler de lui parce qu'il s'est plaint de ses conditions de détention. Aujourd'hui, il conteste son isolement. Racontez-nous, parce que vous avez des infos exclusives là-dessus. Hein. Oui, alors j'ai eu un gardien de prison au téléphone qui s'occupe d'ailleurs de la surveillance, enfin un des nombreux gardiens de prison qui s'occupe de la surveillance de Salah Abdeslam. Alors Salah Abdeslam, l'histoire est un peu compliquée, mais il est quand même le seul survivant de ce que j'appelle V13, c'est vendredi 13 novembre 2015, où il y a eu 130 morts. Il est le seul terroriste vivant. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et une peine incompressible, c'est-à-dire qu'il ne sortira jamais de prison. Il n'y en a pas beaucoup, mais lui fait partie de ceux qui sont condamnés à cette peine. Et il était en même temps poursuivi pour des attentats qui avaient été commis en mars 2016 à Bruxelles. Donc il a été arrêté par la police française pour les attentats qui nous concernent, donc du 13 novembre, et il a été prêté aux Belges pour qu'ils le jugent pour les attentats commis en Belgique. Et après qu'il ait été condamné à 20 ans de prison en Belgique, on l'a récupéré. On l'a récupéré récemment. Il est arrivé en début février, je crois. Il a été incarcéré à Fleury-Mérogis, à l'isolement, au régime le plus dur de l'isolement, c'est-à-dire qu'il est sous surveillance permanente, de vidéosurveillance permanente. Il est seul dans une cellule.
Et donc, il se plaignait de ces conditions de détention. Ce qui n'émeut pas grand monde d'ailleurs. Mais ça sort comment ça, Michel? Pardonnez-moi, ça sort comment? C'est-à-dire, qui a l'obscénité de faire sortir ça? C'est-à-dire, c'est son avocat. Alors, comment nous, on est au courant de ça? Non, mais l'avocat, si vous voulez, le rôle de l'avocat, c'est de porter la parole de son client. D'accord, donc c'est le son avocat client qui décide se plaint des conditions de détention, il en parle à son avocat et il mandate son avocat de faire le nécessaire pour essayer d'obtenir, entre guillemets, une grâce, c'est-à-dire d'avoir un régime carcéral plus souple. Donc son avocat médiatise ça, il trouve que c'est... Il médiatise, il l'avait déjà fait. Peut-être, mais enfin, l'avocat, une fois de plus, c'est pas le complice de son client, c'est celui qui porte sa parole. Et donc, je ne sais plus où j'en étais du coup. Ils te font chier. Il a été donc, il a quitté Fleury-Mérogis pour être mis à Réau, qui est une maison d'arrêt, enfin une centrale pour les longues peines, qui est située à côté de Melun. Et là, il a un régime plus souple. Et donc, le fameux surveillant que j'ai eu au téléphone, qui est à Réau, m'expliquait qu'il avait donc une cellule de 9 mètres carrés, qu'il avait droit à des parloirs, même si il vient d'arriver, donc il n'a pas encore eu de parloir. Il a le droit à une sortie, une promenade par jour qui dure environ 45 minutes. Il a la télévision, et puis le confort d'une cellule, un frigo, des plaques chauffantes, etc. Oui. Ça veut dire qu'il s'est plaint et du coup on lui a accordé tout ça? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Fleury-Mérogis, c'était un transit, c'est-à-dire quand on l'a ramené de Belgique, on l'a mis en transit. C'est normal en fait pour quelqu'un qui a Pardon? c'est normal, la télé, la salle. Moi j'ai pas, par exemple, j'aimerais bien avoir une salle avec un rameur, j'en ai pas personnellement. Donc lui il en a un et c'est normal. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais lui, il n'est pas responsable. Lui, il s'occupe des remontées mécaniques à Mérivelle. J'adore Michel, à chaque fois je l'agresse. C'est Thierry Lhermitte. Tu vas pas lui surveiller que tu te fais chier. Thierry Lhermitte dans la faute de il faut rappeler quand même. Tire-fesse de Mérivelle à 1850, tu te fais chier là. Pour rappeler, Cyril, qu'il avait des conditions de détention qui étaient beaucoup plus dures en Belgique et que son avocat s'était déjà plaint de ces conditions de détention. Et puis Et en même temps, à contrario, il voulait rester en Belgique. Donc, il fallait y comprendre quelque chose avec Salah Abdeslam. Allez, on va passer à la fille de Karine Le Marchand. Alia, elle a 21 ans, elle a été interpellée hier matin au volant de sa voiture lors d'un contrôle dans le 16e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout le monde en a parlé de cette affaire. C'était hier, à 11h du matin, chaussée de la Muette. C'est au Moine? Chaussée, non pas au Moine, mais de la Muette, donc dans le 16e arrondissement. C'est juste à côté, hein. Oui, pas loin. Pas loin. Et elle a été contrôlée. Alors, je n'ai pas le motif du contrôle, mais soit c'est un contrôle inopiné, Gilles, soit il y a... Je pense que c'est un contrôle routier comme ça. Oui, c'est ça, aléatoire. 11h du matin. Il n'y avait pas d'infraction à ma connaissance préalable. Bon, donc tu n'as pas plus d'infos que Michel. Non, mais j'en ai pas moi non plus. Merci Michel, oui. Et donc, je poursuis. Donc, elle est contrôlée au volant de sa voiture. Ne me demandez pas la marque et le modèle du véhicule. Je ne vous le dirai pas. Quel coquin celui-ci. Et donc... elle est contrôlée au volant de sa voiture. Et comme elle semble avoir les yeux peut-être un petit peu, les pupilles un peu dilatées, les policiers font un test salivaire pour vérifier si elle n'a pas pris de produits stupéfiants. Et le test se révèle positif. Donc elle est placée en garde à vue. Ah, quand même. Elle a passé toute la fin de l'après-midi et la nuit au commissariat de police du 16e. Et il se trouve qu'elle est récidiviste. Elle avait déjà eu, pour les mêmes raisons, les mêmes problèmes. Alors, moi, je la connais un peu. Elle est très sympathique, la fille de Karine. N'empêche pas. C'est un amour. Après, bon, elle a fait des conneries. Voilà. Est-ce que c'est si grave que ça lorsqu'elle a... Ah, c'est vrai que c'est grave, mais on parlait de Pierre Palmade hier. Oui, c'est ça. Exactement, oui. Si elle avait provoqué un accident... je suis d'accord, bien sûr. Sous l'emprise de c'est ça, exactement. C'est vrai. On dirait que c'est la pire des pires. Donc, voilà. Et ce qu'on disait aussi sur Pierre Palmade, c'est que c'était un type absolument adorable et remarquable. Comme elle, peut-être, probablement. Moi, je ne la connais pas. Sauf que, faut choisir. Il y a un moment où on conduit, on fume des joints. Fumer ou conduire, il faut choisir. Ah, voilà. Alors, Gilles, je sais que
Alors, est-ce que vous avez d'autres infos? Et puis, Karine Le Marchand était revenue sur ses relations très compliquées avec sa fille. C'était dans une émission sur France 2. Oui, elle avait dans la boîte à gants un pistolet à air qu'elle a remis spontanément. Alors, elle a ouvert la boîte à gants. Ce qui attestait que peut-être elle savait qu'elle allait être contrôlée, qu'il y aurait quelque chose derrière. Donc voilà, elle a voulu faire un geste, si je puis dire, de bonne volonté. Mais c'est vrai qu'elle est en garde à vue et la récidive est compliquée pour elle. Alors voilà, c'est une jeune femme qui a des soucis de comportement, c'est-à-dire qu'elle a une vie, voilà. Et on me dit, est-ce que vous avez vérifié l'info? On me dit, ça reste longtemps. À prendre avec des pincettes. Une info de... Vous savez que j'ai des SMS de personnes qui m'envoient quelques infos. On me dit qu'apparemment, elle aurait perdu son permis avant l'été. Elle était en interdiction de conduire pour 2 ans. Est-ce que vous avez la même info que moi ou pas? Ça se complique du coup. Non, ça, j'ai pas cette info. C'est vrai que j'ai souvent plus d'infos que vous. C'est un petit peu le problème. Logiquement, si c'était la première fois, le tarif, c'est 6 mois. Donc, ça, donc vous pensez que j'ai raison? Elle a dû récupérer... Non, j'en sais rien. D'accord. Mais normalement, sur une première infraction de conduite sous stup, c'est... On en saura plus. En tout cas, c'est l'info à prendre avec des pincettes, bien entendu, qu'on m'envoie. Et souvent, les gens ignorent, parce que vous faites le parallèle avec Pierre Palmade, c'est pas du tout... Enfin, pour moi, c'est pas du tout la même chose, parce que si, par exemple, c'est du cannabis, c'est 24 heures après, si c'est usage occasionnel. C'est-à-dire que le lendemain, tu peux être encore jugé positif, et si tu te fais du cannabis tout le temps, tu te fais des joints tous les jours, ça peut être à 6 à 8 jours. C'est-à-dire que tu peux arrêter de fumer pendant 6 jours, 6 jours après, tu fais un test salivaire, c'est encore dans la salive 6 jours après. On est en train de me confirmer... On arrive à mesurer. On me confirme apparemment en haut... en haut lieu. Enfin, dans des lieux qu'apparemment il y a bien un retrait de permis sur la personne dite nommée. Peut-être qu'elle est en garde à vue aussi longtemps, parce que logiquement elle aurait pas... Je ne sais pas vous me demander pour les infos, les mecs.